C'était un jeudi soir quand j'ai fait ma dernière livraison de la journée. La charge de travail était énorme car un autre livreur avait cessé de répondre aux appels et ne venait plus travailler depuis une semaine, alors nous faisions tous des heures sup. L'adresse indiquée menait à une maison isolée en périphérie de la ville, un endroit si délabré qu'il semblait avaler la lumière mourante. Je m'appelle Jake, et c'est cette nuit-là que ma perception de la réalité a volé en éclats. La commande était bizarre dès le départ. Une grande pizza sans garniture précise, paiement en espèces à la livraison, et la note disait « Laissez sur la table à manger ». Curieux, mais j'ai vu plus étrange dans ce métier. Quand mon vélo a crissé sur l'allée en gravier, j'ai ressenti une ambiance bizarre. « Ça doit être une erreur », ai-je murmuré en vérifiant encore le GPS. Mais les coordonnées étaient exactes. L'air devenait plus froid à mesure que j'approchais de la porte d'entrée, boîte de pizza en main. J'ai frappé, espérant à moitié que personne ne réponde. Le silence m'accueillit. Alors j'ai tourné la poignée, la trouvant étrangement déverrouillée. « Bonjour !» Ma voix semblait absorbée par l'obscurité intérieure. Livraison de pizza. Aucune réponse. L'intérieur était noyé d'ombre, des particules de poussière dansant dans l'air, fenêtres condamnées, cadres brisés aux paysages étranges. J'ai trouvé la salle à manger par intuition plus que par vue, mes pas résonnant trop fort sur le plancher. La table était là, comme indiqué dans la note, mais elle n'était pas vide. Un ensemble d'ustensiles fins et poussiéreux attendait. Même la table entière était recouverte d'une épaisse couche de poussière. Mais à ma surprise, il y avait une forme carrée propre, exactement comme la boîte à pizza. J'ai posé la boîte. « C'est trop bizarre », ai-je dit à voix haute, décidant de partir. C'est là que je l'ai entendu, le léger bruit d'une chaise raclant le sol derrière moi. Je me suis retourné vivement, mais il n'y avait rien. Mon cœur s'emballait, mais en me tournant pour partir, je me figeais. J'ai réalisé que les portraits sur le mur avaient changé. Là où il y avait des paysages et des abstraits avant, maintenant il y avait des gens, souriants, mais avec des yeux trop creux, trop conscients. La panique s'est alors installée. J'ai couru vers la porte, mais elle ne bougeait pas. « Ce n'est pas réel !» ai-je haleté, mon souffle formant de la buée dans l'air devenu inexplicablement froid. Je me suis retourné et c'est là que les chuchotements ont commencé. Des voix qui se chevauchaient, venant de nulle part et partout, puis un murmure féminin dans mon oreille droite. « Le repas doit être terminé. » J'ai essayé de me boucher les oreilles, mais le son était dans ma tête. La température a chuté brusquement, mes expirations formant une vapeur visible dans le faisceau de ma lampe torche. Puis, les rires ont commencé. Un rire d'enfant. Innocent si ce n'était pour la malveillance derrière. Des ombres dansaient sur les murs, des formes humaines, mais pas tout à fait. Je suis tombé en arrière, mon dos heurtant le bois froid de la table à manger. Je vous jure, la boîte à pizza était ouverte. À l'intérieur, il n'y avait pas de pizza, mais une réplique grotesque faite de ce qui ressemblait à de la chair. J'ai eu un haut-le-cœur, l'odeur me frappant, une puanteur de décomposition et quelque chose de bien pire. « S'il te plaît, laisse-moi partir. » Je me suis surpris à supplier, sans savoir à qui ou à quoi. Les chuchotements de la femme devinrent plus forts, le rire de l'enfant plus insistant. La pièce trembla soudain et un portrait tomba. Un vieil homme sans yeux, une grande femme sans yeux et une petite fille sans yeux. La température s'est soudainement normalisée. Les ombres reculèrent et les rires s'évanouirent dans l'éther. J'étais seul, du moins le croyais-je, jusqu'à voir une silhouette au seuil de la salle à manger, une enfant d'à peine 7 ans, ses yeux des vides dans la pénombre. « Tu vas te joindre à nous pour dîner ?» demanda-t-elle, sa voix un mélange glaçant d'innocence et de quelque chose de plus sombre. Je ne pouvais ni parler ni bouger. Les yeux de la fille, des vides qui semblaient aspirer mon âme, me tenaient captif. Je ne peux pas. »« Mais vous êtes notre invité, » dit-elle, tournant sa tête à 360 degrés et révélant le même visage à l'arrière de son crâne. Et le repas n'est pas encore terminé. Alors qu'elle parlait, l'air devint lourd, oppressant, comme si ces mots étaient tissés de l'obscurité même qui emplissait la maison.
J'ai rassemblé tout mon courage. Je n'appartiens pas à cet endroit, ai-je déclaré, ma voix trahissant ma terreur. La fille sourit simplement, un geste dépourvu de chaleur. Personne ne le croit jusqu'à ce que ça arrive, répondit-elle mystérieusement, avant de s'évanouir dans l'ombre, me laissant tremblant et seul. Mon cœur cognait contre ma poitrine tandis que je cherchais une issue. Les portraits au mur semblaient me surveiller, leurs yeux suivant chacun de mes mouvements avec une accusation muette. Je ne pouvais me défaire de cette sensation d'être manipulé. Terrifié, je me jetais contre la fenêtre, mais au lieu de se briser, c'était comme un mur, blessant mon épaule. La panique m'étreignit en réalisant que j'étais un rat pris au piège, un jouet pour des forces incompréhensibles. C'est là que la maison révéla ses horreurs. Le sol sous mes pieds s'est mis à vibrer. Un cri strident de femme résonna soudain dans toute la maison et derrière l'enfant, j'aperçus enfin une silhouette sombre, un homme corpulent en robe de nuit ensanglantée, assis en silence et me fixant, mais il n'avait pas d'yeux, juste des orbites noires. « Tu vas te joindre à nous pour dîner ?» L'enfant parla de nouveau. J'étais terrifié au-delà des mots, alors j'ai cédé. Je me suis lentement approché de la table, j'ai saisi un morceau de chair et fermé les yeux en le portant à ma bouche. Je m'étais soumis. J'ai mordu dedans et senti soudain un goût familier de pain. J'ai ouvert les yeux pour me retrouver dans une pièce vide, poussiéreuse et délabrée. Les étranges esprits sans yeux avaient disparu, les cris perçants s'étaient évanouis et je me retrouvais simplement à manger une part de pizza commandée, entourée d'un silence total. Je pouvais voir mon reflet dans le miroir, des larmes coulant sur mes joues. Au milieu de tout cela, un nouveau son perça l'air, un téléphone qui sonnait, sa tonalité discordante et grinçante. Mon téléphone. Les mains tremblantes si violemment que je pouvais à peine le saisir, j'ai répondu. « Ah, allô? Jake, c'est moi », répondit une voix que j'ai reconnue comme celle de mon manager de la pizzeria. « Qu'est-ce qui te prend autant de temps? Tu es parti depuis 2 heures. » Heures? C'était impossible. J'avais l'impression que quelques minutes seulement s'étaient écoulées depuis mon entrée dans la maison. « Je suis piégé, ai-je haletant. S'il te plaît, tu dois m'aider. La maison sur... » Mais l'adresse, si claire dans mon esprit quelques instants plus tôt, m'échappait maintenant. La maison sur... Je ne m'en souvenais plus, et j'ai commencé à pleurer. « Jake, calme-toi, quelle maison? Tu ne fais aucun sens. » J'ai regardé autour de moi, cherchant désespérément quelque chose pour m'ancrer à la réalité. C'est là que je l'ai remarqué. La boîte à pizza ouverte sur la table, mais la pizza entière avait disparu. Mangée. « Jake, écoute-moi. Pourquoi y a-t-il une commande de toi dans le système? »« Quoi? » ?»« Une commande passée par toi, depuis ton numéro. » Je n'en revenais pas. J'ai immédiatement ouvert l'appli de pizza et j'ai vu les détails de cette commande. J'ai lâché le téléphone sous le choc. Mon esprit tournait en comprenant que la commande était passée à mon nom. J'ai vite ramassé le téléphone et me suis retourné pour voir la porte grande ouverte. J'ai fui cette maison comme si ma vie en dépendait. J'ai enfin contacté l'autre livreur qui avait arrêté de venir et appris qu'il avait vécu la même chose que moi, une hantise similaire qui s'est calmée quand il a finalement goûté la pizza qu'il livrait. La pizzeria a vite bloqué les commandes de cette adresse et aucun livreur n'est jamais retourné dans cette maison. L'air du soir était vif, portant les rires et la musique de notre maison de sororité. Ça devait être une nuit de liberté, de fête, mais les événements l'ont transformée en une saga terrifiante qui entrait à jamais mes souvenirs. Tout a commencé par une blague, une farce cruelle et irréfléchie qu'on a jouée au livreur de pizza. On l'avait déjà vu avec ses mouvements maladroits et sa façon d'éviter le regard des autres. Il s'appelait Eric, ce qu'on savait parce que quelqu'un avait osé lui demander une fois, espérant lui arracher un sourire. Ce soir-là, sous l'effet de quelques Jagger Bombs, de bouffées de bong et de l'excitation de notre sororité, on a décidé d'aller plus loin. Moi, la nouvelle recrue de la sororité, j'ai été poussé à flirter avec lui.
lui faisant croire à une invitation pendant qu'on diffusait en direct sur Insta pour nos abonnés. « Salut toi », ai-je dit d'un ton séduisant. « On t'attendait. »« La fête ne commence que lorsque tu entres. »« Tiens, voici tes pizzas. » Il a réussi à parler alors que je me penchais vers son visage, comme si j'allais l'embrasser, et j'ai maintenu cette position pendant que mes sœurs riaient aux éclats. « Ça fera 30 €. Si je t'embrasse, tu pourrais me les offrir? » Ce n'est pas ça, c'est... Je t'embrasse 1 minute si c'est gratuit. » Sa gêne était visible sur son visage, même sous la faible lumière du porche. Mais c'était cette lueur dans ses yeux, une étincelle de quelque chose de sombre et indéfinissable qui aurait dû nous alerter. Et pour quelque chose d'un peu plus, et tu auras des pizzas gratuites pour tes 3 prochaines soirées. J'étais déstabilisé quand son attitude timide a soudainement cédé la place à une assurance malsaine. Mon ami s'est penché vers moi pour me dire que plus de 3000 personnes avaient rejoint notre direct. On devait aller plus loin. Qu'entends-tu par un peu plus? Eh bien, nous sommes tous adultes ici, tu sais. Pizza gratuite pour 3 fêtes? Oui. Et pour 5? 3. Fais-en 5 et j'irai plus loin. 3. Fais-en 5 et mon bel ami se joindra. 3. Fais-en 5 et... Arrête! Il a crié, avant de me saisir à la gorge de sa main libre, me fixant de ses yeux rouges. « Tu ne me parles pas comme ça !» C'est à ce moment que mes sœurs sont intervenues et l'ont menacé avec le direct Instagram. Étonnamment, il n'a pas simplement fui, mais s'est retiré en riant comme un dément, nous regardant tous avec de la vengeance dans les yeux. Nous n'étions pas préparés à ce qui allait suivre. Eric est revenu plus tard, à la faveur de la nuit. Nous étions tous ivres à ce moment-là, quand les lumières se sont brusquement éteintes. Peu après, nous avons remarqué que plusieurs filles ne trouvaient plus leur téléphone. La panique s'est installée, mais c'est le silence qui a suivi. Un silence si profond qu'il hurlait, qui nous a vraiment troublés. Et puis sont venus les coups à la porte. Systématiques, délibérés. Je l'ai croisé dans le salon, où la lumière de la lune projetait son ombre sur le sol, l'allongeant en quelque chose de monstrueux. Sa voix, quand il parla, était étrangement calme, un contraste frappant avec le chaos qu'il avait semé. « Tu as fait de moi le centre de ton jeu », dit-il en penchant la tête, m'étudiant comme si j'étais un spécimen intéressant. « Maintenant, tu es le centre du mien. » Soudain, un cri perçant retentit du sous-sol. J'ai regardé juste 1 seconde, mais pendant ce temps, Eric avait disparu. Ma meilleure amie, Jennifer, qui riait le plus fort pendant notre farce, gisait au sous-sol, les lèvres coupées d'oreille à oreille, les yeux arrachés et remplacés par des rondelles de pepperoni. Avant même qu'on puisse réaliser ce qui s'était passé, des hurlements ont retenti de la salle de bain à l'étage. Lisa et Marisa, sœurs jumelles, gisaient dans la baignoire en vêtements trempés, serrées l'une contre l'autre, noyées dans leur propre mare de sang qui coulait de leurs gorges tranchées, une part de pizza coincée entre leurs bouches sans vie. La présence d'Eric devenait plus effrontée, ses rencontres avec nous plus fréquentes. Il savourait notre peur, la faisant durer avec la précision d'un maestro. Sa colère était palpable, s'enflammant à la moindre provocation. Ses sautes d'humeur imprévisibles et dangereuses. On s'est mis à courir, mais les portes étaient verrouillées, nos téléphones avaient disparu et les boissons avaient rendu la plupart d'entre nous incapables de réagir. « Tu crois pouvoir être plus malin que moi ?» m'a-t-il défié, me coinçant dans la cuisine. Son souffle brûlait mon visage, ses yeux étaient fous. « Je vais d'abord m'occuper de tes amis, laisser la terreur mijoter, et quand tu me supplieras de te tuer vite, je t'étoufferai lentement. » J'ai compris alors que son besoin de contrôle était sa faiblesse. C'était un jeu dangereux d'affronter un psychopathe, mais je n'avais pas le choix. Je devais le faire parler, garder son attention fixée sur moi. « Eric, tu as déjà gagné. On a peur, non? N'est-ce pas ce que tu voulais? Oh, ce n'est que le début. » Sa menace flottait entre nous, promesse d'horreur à venir. Le jeu d'Eric était une guerre psychologique, chaque geste visant à nous briser davantage, à nous arracher tout espoir. Au fil de la nuit,
Les règles de son jeu pervers devinrent évidentes. Il nous voulait isolés, terrifiés et complètement à sa merci. Il surgissait, parfois comme un frôlement dans l'obscurité, parfois comme une présence terrifiante. Son rire dément rappelait cruellement l'emprise qu'il avait sur nous. Le point culminant de la nuit survint avec une clarté glaçante. Nous avions découvert 6 cadavres en quelques minutes et étions marqués à vie. Mais Eric était devenu trop sûr de lui, ses échanges avec moi plus longs, plus provoquants. C'est lors d'une telle rencontre que j'ai vu ma chance. Il m'avait acculé dans un coin du salon, le couteau ensanglanté à la main, captant le clair de lune d'un éclat sinistre. Tu vois, Carly, ce qui arrive quand tu t'en prends au mauvais type? Je vais juste endormir 3 autres de tes amis avant de venir pour toi, sauf si tu veux abandonner maintenant. Il était si concentré sur moi, sur la peur qu'il s'attendait à voir, qu'il n'a pas remarqué le lourd serre-livre que j'avais saisi en silence sur l'étagère derrière moi. Avec une montée d'adrénaline, je l'ai frappé de toutes mes forces, touchant le côté de sa tête. L'impact l'a fait chanceler, le couteau tombant au sol avec fracas. C'était l'ouverture dont j'avais besoin. J'ai plongé vers le couteau, mes doigts se refermant sur le manche juste au moment où il retrouvait son équilibre. Mais je n'ai pas hésité, ne lui ai pas laissé la chance de reprendre le contrôle. Avec un cri mêlant peur et rage, j'ai brandi le couteau, le prenant au dépourvu. La lame fit contact et il s'écroula, le visage figé de stupeur. Les autres filles, attirées par le bruit, me trouvèrent debout près d'Eric, couteau en main et déterminé. Ensemble, nous avons lié ses mains et pieds, unis dans cette sombre nécessité. On a pris son portable pour appeler la police, tout en frappant son corps inconscient et saignant. Quand les autorités sont arrivées, elles nous ont trouvés blottis ensemble. Eric a été emmené. L'après-coup fut un tourbillon de questions et flashs, notre maison devenue scène d'horreur. Mais au cœur du chaos, on ressentait une forme de conclusion. Nous avions survécu, pas juste cette nuit, mais aux ténèbres qui menaçaient de nous engloutir.